Tout le monde est à l'appel, je crois. Donc, bonjour à tous, merci d'être parmi nous en ce samedi matin. C'est un rendez-vous, c'est la deuxième édition des rendez-vous universités. C'est un rendez-vous qui est co-organisé par le TED de la Cité et le laboratoire CAS de l'Université Toulouse-Jean Jaurès. C'est un rendez-vous qui a pour objectif de se décentrer. Galine Stoev et Stéphane Gilles avaient le souci d'ouvrir le théâtre, de sortir de ce lieu pour découvrir d'autres espaces par l'intermédiaire de personnes qui sont et qui ne sont pas des artistes. Et donc voilà, l'objectif en fait c'est de se découvrir, de découvrir des spécialités différentes et autour d'un même thème. Et le thème aujourd'hui c'est le thème de l'espace. Et la thématique que nous avons annoncée était donc espace au pluriel ou pas, des possibles, point d'interrogation. Voilà, donc un vaste thème sur lequel nous allons revenir ensemble. L'objectif de ce rendez-vous est de vous donner la parole, de leur donner la parole, de faire en sorte que nous échangeons, nous discutons. Donc, comme je disais tout à l'heure aux invités, si tout se passe bien, en fait, moi, à un moment donné, je vais disparaître et la conversation sera fluide entre vous et les invités. Donc, n'hésitez pas à n'importe quel moment à intervenir. C'est vraiment votre rendez-vous. C'est le moment de boire un café ensemble, de prendre des chouquettes et de discuter. Alors, je vais faire une présentation un peu officielle, puis après, je reviendrai sur les spécificités de chacun à partir de la thématique qui est la nôtre. Donc, nous avons le plaisir, alors, par ordre alphabétique, d'accueillir Aurélien Bory, directeur de la compagnie 111 et de la Nouvelle Digue, qui a présenté les habits noirs jusqu'à hier. Je crois qu'hier, c'était la dernière, avec les élèves les habits froids, pardon, pas noirs, bien sûr. Mais c'est vrai qu'ils sont très sombres, mais il y a beaucoup de légèreté dans ce spectacle. Donc avec les élèves du Théâtre de la Cité, du Lido, c'est ça, et de l'Atelier Cité, pardon. Véronique Delon, qui est ici présente, qui est initiatrice d'escalade au club du CSP-RME. Donc elle nous dira un petit peu plus ce que c'est le CSP-RME. Sporting Club de Plaisance du Touche, et RME, ça veut dire randonnée, montagne, escalade. Voilà. Voilà, donc tout un programme. Martine Guibert, qui est géographe, qui est membre du laboratoire LIST à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Bertrand Raquet, qui est directeur de l'INSA, mais qui est aussi professeur en physique de la matière et des solides, je crois en particulier. Et enfin, Galine Stoev, qui est artiste et directeur de ce lieu, le Théâtre de la Cité, donc il co-dirige avec Stéphane Gilles. J'en profite pour remercier Laurie Marsoni, qui est la directrice des relations extérieures, qui a organisé aussi cette rencontre, et pour remercier évidemment toute l'équipe de Théâtre de la Cité. Et à un moment donné, il fallait le faire. Et vous remerciez vous. Donc, cette petite présentation un peu formelle étant terminée, donc je vais m'asseoir, voilà, et là on va vraiment commencer à échanger librement. Alors, je vais vraiment lancer la discussion. Encore une fois, n'hésitez pas à intervenir, à m'interrompre, à nous interrompre pour poser des questions ou pour réagir. Alors, je vais commencer par toi, Galine. Je suis désolée, il fallait commencer, donc c'est toi. Donc tu es artiste, hein, mais tu es aussi donc, directeur de ce lieu, Théâtre de la Cité, et donc tu es directeur d'un espace public. Qu'est-ce que ça veut dire d'être directeur d'un espace public ? Je pense que c'est pas toujours évident, surtout pour quelqu'un qui se considère comme artiste, même si c'est un peu prétentieux de le dire. Mais quand je dis artiste, ça veut dire que l'artiste, c'est quelqu'un qui travaille accompagné par son ego, beaucoup. Il faut l'admettre. Parce que je pense que l'ego, en soi, c'est un outil assez merveilleux. Ça veut dire que l'ego te permet de mettre des bornes, des limites, d'inventer un cadre et d'agir dans la matière, soi-disant. Voilà. Et comme outil, c'est quelque chose d'assez efficace. Par contre, quand ça devient le roi de la situation, là, ça devient problématique. Et pour un artiste, je sais que c'est un peu cliché, mais parfois, l'artiste n'arrive pas à faire la différence entre le roi et l'outil. Et
quand tu es confronté avec une situation où tu es responsable tout d'un coup, pas seulement de ton geste artistique ou de ce que tu envoies au public, mais tu es responsable d'un lieu ou physique, d'un espace de croisement et un espace qui est public et qui doit être partagé d'une manière ou une autre. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cet espace qui est une technicité a priori, devient un élément qui commence à modifier aussi ton approche artistique et ton positionnement. Alors, c'est un exercice qui n'est pas évident parce que tu peux facilement te perdre ou tu peux te faire quasi bouffer par la situation tout d'un coup, surtout quand tu dois créer ou travailler sur un projet particulier. Alors, je pense que c'est une question d'équilibre, hein, et un processus de trouver l'équilibre entre ton monde intérieur ou la jungle qui est derrière et qui te présente parfois des cadeaux et parfois des monstres. Et puis, comment tu arrives à alchimiser ça et montrer ça devant un public qui est là, qui est au rendez-vous et qui attend de toi d'arriver à cristalliser le sens d'une manière ou une autre. Voilà. Et parfois, j'ai l'impression que j'arrive. La plupart du temps, j'ai l'impression que j'arrive presque. Et il y a des moments où c'est clair que j'arrive pas encore. Mais comme c'est un processus vivant, organique, ça veut dire que rien n'est arrêté et le champ d'exploration est vaste. Et ça, c'est quelque chose qui m'excite et qui me nourrit. Donc du coup, qui nourrit ta création et qui nourrit aussi ta programmation et la façon dont vous avez pensé avec l'équipe ce lieu pour peut-être justement un peu décentrer l'ego de l'artiste et accueillir d'autres égos en fait. Oui, c'est exactement. C'est très important d'inventer un cadre où des égos qui ne peuvent pas coexister dans un seul cadre se trouvent dans le même cadre et arrivent à le dépasser ou de créer quelque chose qui est beaucoup plus intéressant que chacun séparément, vu séparément. Et pour cela, c'est très important que l'artiste soit bien entouré par des gens qui ne sont pas là seulement pour servir ses idées folles, mais aussi pour le questionner ses propres pratiques à lui. Et en fait, c'est en dialogue permanent. Et c'est aussi une manière d'appréhender. C'est de l'apprentissage, en fait, qui est permanent et qui est en temps réel qui se passe. Et c'est extrêmement excitant parce que, en fait, tu te rends compte que avec l'âge, ça ne devient pas plus facile, mais au contraire, en fait, ça, la possibilité de glisser vers un endroit qui n'est pas forcément intéressant est très grande, cette possibilité. Et alors là, c'est important de faire confiance aux gens qui sont autour de toi et qui te renvoient l'image de ce que tu produis autant comme artiste. Et parfois, à travers leur regard, tu arrives à comprendre en fait ce que tu fais véritablement. Alors c'est une synergie qui est extrêmement intéressante et qui touche aussi à cette idée générale, comment vivre et comment co-créer ensemble une réalité artistique ou pas. Merci. Alors en parlant d'ego, forcément on pense aux universitaires, donc je me tourne, voilà évidemment. Alors, je vais d'abord me tourner vers Martine avant de me tourner vers vous, Bertrand. Donc Martine, tu es géographe. Alors toi, c'est un espace géographique. Mais alors la géographie, c'est quelque chose qui nous est familier. On fait de la géographie depuis qu'on rentre à l'école. Mais c'est une notion qui est relativement complexe parce qu'elle recouvre plein de domaines. Donc qu'est-ce que c'est un espace géographique ? Merci Amy et bonjour à tous. Je ne partage pas ta pseudo-définition des universitaires. Pas du tout. On pourra faire un débat. Mais nous ferons débat. Alors l'espace géographique, en fait les géographes, on travaille sur... à l'heure actuelle, on travaille beaucoup et davantage sur la notion de territoire, sachant qu'en même temps, on emploie des termes comme lieu, que vous venez d'employer. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Donc nous, on parle de lieu, on parle de région, on parle d'espace, espace géographique, on parle de territoire, on parle de réseau de lieux aussi.
Donc il y a toute une série de notions que nous employons qui parfois sont définies comme des concepts. Mais en fait, en tant que géographe et géographe universitaire, notre propos, notre objectif, c'est de travailler en fait sur à la fois les pratiques spatiales des habitants de l'espace terrestre, mais aussi sur leur représentation. Parce qu'il y a tout un courant de la géographie qui renvoie en fait à ce qu'on appelle la géographie sociale, la géographie des représentations, de manière en fait à prendre en compte comment les acteurs, et là on a piqué cette notion aux sociologues, parce qu'on dit de moins en moins les habitants, les gens, on parle de plus en plus d'acteurs, comment les acteurs en fait utilisent, j'avais presque envie de dire usent, comme dit un collègue géographe brésilien, parce que je suis latino-américaniste en fait. Donc comment les acteurs, les habitants si vous préférez, utilisent, usent, pratiquent, se représentent, pensent leurs espaces de vie, leurs espaces, là au pluriel, leurs espaces au quotidien, l'espace vécu aussi, comme dit un autre géographe. Donc la géographie est une discipline, est-ce une science? Vaste débat. Est une discipline qui essaye un petit peu de considérer ces différentes dimensions de l'espace terrestre en regard, à partir, à travers ces pratiques et ces représentations des humains. Non, mais en fait, moi, quand je faisais de la géographie, c'était au début, c'était vraiment la nature, en fait. La nature qui, bien avant l'homme, bien avant l'influence de l'homme sur le territoire. Et j'ai l'impression que c'est une toute petite partie de la géographie, que c'est pas vraiment ce qui vous occupe, vous les chercheurs géographes, au quotidien. C'est ce qu'à un moment donné, on appelait la géographie physique. On parle de plus en plus de géographie environnementale, puisqu'on nous disons, je dis que j'ai des collègues environnementalistes, mais par ailleurs, nous avons des collègues urbanistes, des collègues ruralistes, des collègues géopolitologues, ou géopolitistes, comme disent certains. Donc en fait, la géographie universitaire ne s'intéresse pas qu'à la relation entre l'homme et la nature, ou la société et l'environnement, comme on dit depuis une vingtaine, une trentaine d'années. On s'intéresse aussi en fait aux équipements des espaces, à l'aménagement de l'espace, comme on dit en français. Nous, en France, on adore l'aménagement du territoire. Les collègues espagnols n'ont pas tout à fait la même vision. Les collègues latino-américanistes n'emploient pas de la même manière que nous la notion d'aménagement du territoire. D'ailleurs, c'est bizarre, aménager un territoire, si on y réfléchit en soi. D'accord ? Donc, on travaille sur la façon qu'ont les acteurs de produire de l'espace urbain, de l'espace rural, voire de transformer un espace physique ou un espace naturel, si vous préférez. Quand nous sommes au Brésil, quand on est dans la région de transition entre la savane arborée du centre-ouest et l'Amazonie, là, on est vraiment en présence d'acteurs qui sont en train de transformer la nature, j'ai presque envie de dire la nature immédiate, parce qu'ils coupent les arbres, ils défrichent, ils dessouchent, c'est la fameuse déforestation de l'Amazonie, pour pouvoir implanter, c'est le cas de le dire, c'est pour pouvoir développer des cultures de soja, de canne à sucre et mettre du bétail. Donc là, oui, il y a peut-être un travail beaucoup plus effectif sur cette relation homme, voire société, homme, nature, société, environnement. Mais les géographes, à l'heure actuelle, nous ne faisons pas que ça. On travaille beaucoup sur les rapports de pouvoir, que ce soit à une échelle locale, régionale, nationale, mondiale. Là, dans cet espace, il y a des rapports de pouvoir qui s'inscrivent, qui se dessinent et qui sont dessinés très très vite. Dès le moment où tous les acteurs que nous sommes tous, nous nous sommes installés et nous nous sommes appropriés chacun un petit bout de cet espace ou de ce lieu, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est vrai que, alors du coup, quand tu dis espace, lieu, je sais pas, alors là, avant de revenir aux présentations de chacun, mais espace, lieu, c'est quoi les différences pour vous en fait, espace et lieu? Et territoire, et région, et là, tue-nous. Ou département. Oh là, c'est facile, c'est du politico-administratif. Ça marche pour la France, ça marche pas ailleurs. Lieu, pour nous, c'est la plus petite entité spatiale. C'est du zéro distance, comme dirait Michel Lusseau, un collègue de Lyon, me semble-t-il. C'est le zéro distance, c'est la proximité. C'est de l'identification. On s'identifie à un lieu. Je suis de quelque part. Mais en fait, ce quelque part, c'est un lieu. Non, si on réfléchit un petit peu tous à cette idée. L'espace, c'est un donné. C'est de la matière.
Mais l'espace, en fait, on se l'approprie, on le transforme, on le produit, comme dirait Henri Lefebvre, on le construit. Mais si on le produit, si on le construit, si on se l'approprie, si on le délimite, j'arrive vite à la notion de territoire. Et dans la notion de territoire, quel qu'il soit rural, urbain et ainsi de suite, vous avez l'idée de contrôle, de frontières si vous préférez, ou de limite, si on ne se réfère pas simplement à une valeur ou à une dimension politique. Il y a du temps, il y a du travail, il y a de l'espace, évidemment. Donc on jongle sans arrêt entre lieu, espace, territoire. Territoire est très très à la mode depuis une bonne vingtaine, trentaine d'années. Nous on dit que c'est un concept qui est fatigué. D'accord. Parce que tout le monde parle de territoire, c'est dans toutes les sauces, même les politiques. C'est très politique. Territoire. Les politiques vous disent plus dans ma commune, hein, vous avez remarqué, ils vous disent sur mon territoire. Qu'est-ce que c'est que sur? Alors déjà sur. Les étudiants quand ils disent sur, je leur dis mais sur. Non, dans. C'est bizarre ces expressions si on y réfléchit. C'est révélateur. Ouais. Et après effectivement il y a la région, mais il y a la région naturelle. Il y a la région politico-administrative. Il y a la région qui dépasse le cadre national. Moi, la région, c'est l'Amazonie. Mais l'Amazonie, c'est 7-8 pays. Ce n'est pas que le gros morceau amazonien dans le territoire national brésilien. Voilà. Alors Bertrand, donc Martine disait que est-ce que la géographie est une science, point d'interrogation. La physique, on est d'accord, c'est une science. Les débats sont pas, il n'y a pas beaucoup de débats là-dessus. Donc quand on est professeur en physique et quand on dirige une école d'ingénieurs, comment on appréhende l'espace? Peut-être déjà pour revenir sur la notion de lieu et d'espace. Alors là, avec la vision du physicien, on va parler tout de suite en termes de dimension. C'est-à-dire que le lieu pour le physicien, ça va être à dimension 0. Et qu'ensuite, on va s'installer dans un espace et là, on va considérer plusieurs dimensions. Les 3 dimensions de l'espace et la 4e dimension qui sera le temps. Donc finalement, on voit que dans l'espace, toutes ces possibilités de construction, beaucoup plus que dans l'environnement ponctuel que représente le point et justement le lieu. Après, peut-être pour revenir sur la notion d'ego, c'est aussi quand même. C'était une blague. Non, c'était une blague parce que je suis universitaire et je ne pense pas qu'on ait des égos. Mais c'est juste pour compléter peut-être cet élément-là. Le scientifique, je pense, pour avoir une démarche scientifique, s'il a un ego, ça va être compliqué. Ça va être compliqué puisque finalement, il risque de ne que peu douter. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le scientifique, par définition, il est au quotidien confronté à tout ce qu'il ne comprend pas. Et ça, c'est franchement difficile. Et c'est franchement difficile sur la durée d'une carrière, où finalement, on peut passer de longues années à se retrouver plus ou moins dans une forme d'impasse, et puis après ça repart, et puis il y a une publication dans laquelle vous avez effectivement contribué, ça redonne sens. Et puis une fois que la publication est sortie, on se retrouve finalement confronté à la recherche d'un nouveau sujet ou essayer de comprendre davantage. Donc on est constamment intellectuellement remis en cause. C'est affreux, hein. C'est franchement affreux. Voilà. Par contre, ce qui est ressourçant, c'est que souvent le scientifique il a la possibilité aussi d'enseigner. Et alors là, pour peu qu'il ait une forme d'empathie avec ses élèves, ses étudiants, là il se régénère. Il se régénère puisqu'il a un retour direct sur ce qu'il peut apporter, sur ce qu'il peut transmettre. Et cette interaction-là, finalement, donne du sens dans un quotidien qui est compliqué, dans lequel on ne fait que mesurer notre propre ignorance, hein, de toute façon. Ça, voilà. C'est vraiment un sentiment de vertige. Maintenant, vue du physicien, alors en fait, la notion pour parler un petit peu d'espace, moi je suis physicien de la matière, même si aujourd'hui je ne l'exerce plus. Mais le sens de cette science, c'est vraiment comprendre l'infiniment petit,
de façon à pouvoir ensuite en déduire les propriétés macroscopiques de la matière. Et quand on va regarder l'infiniment petit, forcément, on va se poser des questions sur l'arrangement des atomes. Voilà. Et est-ce que la matière est ordonnée? Est-ce que la matière est désordonnée? Donc ça rejoint le travail du cristallographe, où là, de façon obsessionnelle, il va essayer de trouver une logique dans la façon dont les atomes s'ordonnent les uns par rapport aux autres, parce que c'est ça qui, in fine, fera la couleur de la matière, fera qu'un matériau est conducteur, fera qu'un matériau est magnétique. Tout est basé sur la façon dont l'espace matière est occupé par les atomes. Voilà. Et ça, il y a vraiment de la science, des spécialistes de ce domaine. Ma principale préoccupation aujourd'hui n'est pas tant cet espace de l'infiniment petit, donc l'étude de la matière, mais dans mon travail plutôt au quotidien, aujourd'hui je suis davantage préoccupé à l'espace des possibles dans le monde éducatif. Et là, nous avons une sacrée responsabilité. Voilà, pour en reparler. Alors, on en reparlera. Alors, pour rebondir, j'essaie de rebondir. Alors, des fois, je pense pas que les universitaires aient des égos. Bien, mais non. Mais c'est des fois un stéréotype. Donc, merci d'avoir déconstruit ce stéréotype. Et justement, donc les universitaires n'ayant pas beaucoup d'ego, ils doutaient beaucoup, effectivement. Et donc, il y a ce sentiment de vertige dont vous parliez. Et toi, Véronique, le sentiment de vertige, tu l'éprouves physiquement, organiquement, lorsque tu es au sommet d'une montagne ou alors, oui. voilà, ou accroché à une falaise. Ou accroché à une falaise. En fait, c'est vrai par rapport aux notions d'espace dont vous parlez tous un peu. C'est vrai que moi, j'ai plutôt affaire à un espace naturel, créé par la nature, plutôt que créé par l'homme. Et c'est un espace aussi de liberté, en fait. Donc, c'est un endroit où vraiment on se sent complètement seul, isolé, et à la fois on maîtrise rien, au final. Donc, alors que ce soit aussi bien en montagne, gravir des sommets, ou bien en escalade, à gravir aussi des falaises, d'essayer d'aller toujours au plus haut, parce que le but, en fait, c'est effectivement d'aller le plus loin possible, le plus haut, et essayer d'avoir, en fait, un espace où le regard, en fait, n'est arrêté par rien. Et c'est là, c'est un moyen, disons, de se retrouver au-dessus de tout, un peu, une sorte de maîtriser peut-être un petit peu notre environnement. Et à la fois, c'est un milieu qui est assez hostile aussi. Et donc, parfois, on peut se sentir complètement écrasé. Donc, c'est une espèce de... Voilà, il faut rester toujours très humble vis-à-vis de la montagne, parce qu'on n'est jamais à l'abri de surprises, puisque c'est un milieu naturel. Donc, c'est un espace qu'il faut qu'on essaye de maîtriser. Alors, par des outils de sécurité, bien sûr, que ce soit en randonnée, en alpi ou bien en escalade. En escalade, on est souvent accroché qu'à un brin de corde qui fait à peu près 9 mm de diamètre. Donc voilà, donc on peut se retrouver face à une falaise. Au départ, on part à deux, et puis au fur et à mesure où on gravit cette falaise, cette paroi, et de temps en temps, on est complètement seul, parce qu'en fait, on ne voit plus notre grimpeur qui est devant nous ou qui est derrière nous. Et là, on se retrouve accroché tout seul à un rocher. Et on regarde autour de nous et on est complètement écrasé en fait par l'environnement et par l'espace qui est autour de nous. Et on se dit un petit peu qu'est-ce que je suis bien, mais en fait qu'est-ce que je fais là aussi, quoi. Parce que on se dit je suis accroché à un bout de corde, à une chaîne qui est accrochée au rocher, et on se dit si jamais ça lâche, voilà, je suis un petit peu, ça peut être très sympa. Et en fait voilà, c'est un environnement qui nous apprend à être humble, à respecter aussi, parce que c'est aussi un cadeau fait par la nature, donc c'est aussi, voilà, on est là aussi on l'utilise, mais à bon escient, en essayant de ne pas l'abîmer, surtout. Voilà, et c'est vraiment un espace qu'on est obligé d'essayer d'apprécier au mieux. Et c'est vraiment un endroit de liberté. Pour moi, voilà, il y a l'espace de la ville, et en fait, on a besoin de se retrouver seul. En fait, on est dans un environnement qui est vaste, et en fait, on se sent vraiment ridicule et tout petit.
Et à la fois, il y a un dépassement de soi pour essayer d'arriver le plus haut possible. Et c'est vrai que quand on est sur le toit des Pyrénées, sur l'Aneto, et ben en fait, on y est bien. Parce qu'on se dit, on en a un peu bavé pour y arriver, mais au final, il y a une satisfaction de soi. Et là, on se dit qu'on est bien là-haut, tout seul. Et franchement, c'est un plaisir, quoi. Voilà. Donc c'est parce que tu dis qu'est-ce qu'on est bien, mais qu'est-ce que je fais là? Non, mais c'est le qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce que je suis bien qui est beaucoup plus fort et qui fait qu'on y retourne. Voilà, c'est ça. C'est en fait, on se dit que c'est il faut un dépassement de soi en fait pour y arriver. Et c'est vrai que c'est voilà, il faut passer des falaises, des collines, il faut passer des endroits qui sont abrupts. Et en fait, c'est un espace que l'on découvre en permanence, qui n'est jamais le même. Aurélien, alors tu définis le théâtre comme l'art de l'espace. Alors, ce qui n'est pas très français de définir le théâtre comme l'art de l'espace, on définit souvent le théâtre comme l'art du texte. On a après, à un moment donné, après les années 60, défini le théâtre en passant par le corps. Mais l'espace, ça reste une notion qui est assez rare, en fait, pour appréhender cet art-là. Donc, est-ce que tu peux revenir sur ta définition du théâtre ? Oui, en fait, c'est assez contenu dans le mot théâtre déjà, puisque le théâtre, son étymologie grecque veut dire l'endroit d'où l'on voit. Et ça, j'ai trouvé toujours assez merveilleux qu'un art ne se définisse pas par la nature de ce qu'il est ou ce qu'il est censé être, mais par celui qui regarde. Donc c'est le point de vue qui est désigné par le mot théâtre. Donc on peut se dire, mais où il y a théâtre alors autre que dans le regard, et même au-delà du regard, donc l'imaginaire qui est associé, les associations d'idées, et ce qu'on nomme finalement, plus généralement, comme la représentation. Donc, il a fallu, l'endroit d'où l'on voit, organiser un espace, qui est un espace orienté. Il y a l'espace du regard, il y a l'espace de l'action, et le théâtre, donc, ne définit pas ce qu'il est, au contraire de quasiment tous les autres arts. La danse définit d'une certaine manière ce qui se passe, ou un type de rapport. La peinture également, la sculpture définit. C'est des mots qui renvoient à la nature même de l'objet en question. Là, le théâtre, non. Le théâtre laisse une zone inconnue et non définie. Donc, puisque ce n'est pas défini, il s'agit bien de l'inventer. C'est-à-dire que le théâtre doit s'inventer. On ne dit pas ce que c'est. Ce qu'on dit juste, c'est qu'on le regardera. Alors, ça commence par un espace. Ça commence par cet espace qui est orienté par le regard, avec une scène qui est l'avantage d'être orienté, c'est qu'il y a un devant, il y a un lointain, il y a un côté, il y a un centre. Ça, c'est un avantage. Et c'est une convention. Et cette convention fait qu'on a bien conscience, nous qui regardons, que tout ça est une fabrication. Et du coup, on peut aussi imaginer qu'on prenne plaisir à regarder la fabrication de cette chose qu'on ne sait pas encore, mais qu'on prend autant de plaisir à regarder la fabrication qu'à regarder la chose en elle-même. On est d'accord de voir la chose dont on parle, Antigone, et la façon de faire Antigone, la façon de faire, d'aménager les choses, la façon. On sait bien que ce sont des acteurs. On n'a pas besoin de croire absolument que c'est Antigone sous nos yeux. Antigone, non, elle est pas là, elle est représentée. Et ça, je dois dire que c'est la deuxième chose que le théâtre sait bien faire par rapport, par exemple, à la littérature, au cinéma ou d'autres choses qui... On peut faire la représentation de l'écrivain en train d'écrire. Il y a eu des très bons livres dessus. Il y a eu aussi des très bons films où on voit l'équipe de tournage. Mais c'est l'exception. C'est vraiment à la marge. C'est pas que comme ça que fonctionne ni le cinéma ni la littérature. Alors que le théâtre, c'est comme ça qu'il fonctionne. Voir le théâtre se fabriquer sous nos yeux augmente même le sens et augmente le plaisir que l'on a, augmente même stimule d'une certaine manière notre imaginaire. Donc, je dis que j'aborde le théâtre comme un art de l'espace parce que c'est une donnée. C'est une donnée claire. S'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de théâtre. Et alors, j'y ai associé, c'est pour ça que je suis très, très heureux des invités de ce matin, parce que moi, j'ai l'impression que
J'ai l'impression d'avoir une équipe de création, là. Mon équipe de création, on dirait un peu vous pourriez faire partie de la compagnie 111, tous en tant avec vos spécialités. Donc, peut-être qu'on va faire un spectacle ensemble. Mais vraiment, je me sens ce que je veux dire, c'est que je me sens très, très familier avec toutes vos interventions. Alors, pourquoi ? Par rapport à la physique, parce que, évidemment, quand on parle d'espace, alors l'espace arrive avec toutes les lois physiques qui le régissent. Et donc le théâtre ne peut pas se soustraire à ces lois. On est obligé on a la gravité en premier lieu, mais pas que la gravité. Moi, j'utilise 2 phénomènes physiques, 2 forces physiques les plus manifestes. C'est la gravité, c'est toujours un dialogue avec la gravité sur le plateau, et les frictions, les frottements. Il y a toujours des frictions et des frottements, et c'est 2 choses on ne peut pas échapper à ça. Alors le théâtre, depuis son origine, depuis le théâtre grec, a essayé des stratagèmes pour échapper à ces lois physiques. Donc les premières machines qui existaient déjà chez les Grecs, c'était déjà de faire voler des acteurs, donc déjà d'essayer de se soustraire à la physique. Et aussi, c'est lié aussi à notre capacité de croire et notre envie de croire. C'est-à-dire qu'on a toujours envie on sait bien que c'est le même espace sur le plateau avec les mêmes lois physiques, mais on a d'une certaine manière envie de croire que c'est une autre physique qui est à l'œuvre sur le plateau. Et alors on a essayé avec ces artifices, ces machines, autre chose, et même notre regard cherche à croire. C'est ce qu'on appelle la magie du théâtre. La magie du théâtre, contrairement à la magie du magicien, il ne faut pas voir le truc. Et donc, il y a quelqu'un qui vole et on ne sait pas comment c'est fait. Au théâtre, pour qu'il y ait quelqu'un qui vole, on met un fil. Et le fil, on le voit, tout le monde le voit, mais tout le monde cherche à l'oublier. Donc, ça, c'est la différence entre cette idée du théâtre et cette idée d'autre chose, de la magie ou autre. Et ça m'intéresse beaucoup, évidemment, cette capacité. Alors, moi, j'ai eu un parcours scientifique, un parcours dans la physique avant de faire du théâtre. Et puis, quand j'ai commencé à faire du théâtre, c'était pas du tout pour amener la physique sur le plateau, mais en fait, ça a été un peu un hasard que je choisisse un art finalement le plus physique, on va dire. Et alors, tout est revenu, toutes ces sources d'inspiration sont revenues quand j'ai commencé à créer mon premier spectacle. Et j'ai cherché alors à dire, mais alors, comment on peut faire l'expérience de ce phénomène physique sur le plateau, de faire l'expérience. Et je pense que c'est aussi une expérience et pour l'acteur, pour tous les protagonistes, même les objets qui sont présents sur le plateau, mais aussi c'est une expérience pour le spectateur. Finalement, est-ce que l'art, ce ne serait pas de faire l'expérience des choses ? Et si on devait comparer avec la science, est-ce que la science ne crée pas des données pour établir des hypothèses qui vont créer ensuite d'autres données, et qu'on est entre données et hypothèses, et des constatations qui viennent valider ou invalider ces hypothèses, puis de produire d'autres données. Et c'est comme si l'art, d'une certaine manière, faisait un petit peu la même chose sur la production de données, mais en proposait juste d'en faire l'expérience. C'est-à-dire qu'on ne va pas au stade de l'hypothèse, ou du moins c'est à ce moment-là la physique de l'imaginaire, mais on a trop peu de temps ce matin pour en parler, la physique de l'imaginaire qui prend le relais. Mais cette physique de l'imaginaire, il faudrait en parler plus longuement parce que je pense qu'elle est aussi très très présente chez le scientifique dur, et pas uniquement chez le spectateur ni chez l'artiste. Il y a une physique de l'imaginaire qui est liée à la capacité et au besoin qu'on a de représenter le monde et de représenter les choses. Et cette capacité de représentation, Aristote le dit très bien dans Poétique, il dit « Depuis son plus jeune âge, l'homme prend plaisir, a une tendance à avoir recours aux représentations et une autre tendance à prendre plaisir à ces représentations. » Et je pense que l'art fonctionne évidemment comme ça, mais aussi toute activité créatrice, toute activité de la production humaine, toute activité de réflexion, il y a quelque chose à l'œuvre là-dedans. Et puis ensuite, sur le possible du titre de ce matin, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a cet espace est une potentialité. Tout ce qui peut tenir sur le plateau peut faire théâtre. On peut faire théâtre de tout. Et par rapport à ces lois physiques, je me disais, mais avec quels outils peuvent être soumis aux lois physiques et comment on peut parler de gravité ?
Et c'est là où j'ai été vers les arts du corps. Le corps, et on fait l'expérience intime chaque jour avec la gravité. On sait que c'est aussi, si on regarde à l'échelle d'une vie, c'est aussi un rapport qui se modifie énormément, surtout dans la toute petite enfance, mais aussi plus tard. Donc c'est quelque chose qui, évidemment, le corps et aussi les objets, une balle qui tombe, un objet qui tombe, évidemment, parle peut-être mieux de gravité que de n'importe quel mot. Et donc j'ai eu recours au corps. Et moi j'adore les artistes de cirque, les artistes qui font l'expérience, et ça pourrait être donc ton cas avec l'escalade, qui font l'expérience de la verticalité, puisque l'axe de la gravité, c'est la verticalité. Donc j'ai essayé, d'une certaine manière, d'explorer cette verticalité. Il a fallu que dans chacun de mes spectacles, je cherche à définir quelque chose qui aille dans le sens de la verticalité. Et donc, si on me dit, Aurélien, tu fais du théâtre vertical, je dirais oui, pourquoi pas, ça serait assez exact, parce que c'est cette verticalité qui est l'axe de la gravité, qui est quelque part, qui nous domine d'une certaine manière, et que l'on cherche à dépasser. Il y a une sorte de dépassement dans l'escalade, et aussi dans ce que vous disiez, en ce qui concerne la géographie, en ce qui concerne la physique, ce qui concerne la connaissance d'une manière, c'est quand même, on est face à quelque chose qui nous dépasse. Et ça, c'est notre condition humaine, d'une certaine manière. On est face à quelque chose qui nous dépasse. Et c'est aussi le postulat de la création. On est face à quelque chose qui nous dépasse. Et aussi, c'est peut-être pour ça qu'on a besoin de l'art et de la représentation. C'est qu'on essaye d'établir un dialogue entre l'homme et le monde. Et que, évidemment, le monde nous dépasse. Évidemment, quand on est un jeune scientifique, on commence à accumuler des connaissances, mais énormément de connaissances. Et évidemment, il y a un moment de doute extrême quand on se voit que l'ensemble des connaissances qu'on pourra obtenir de toute notre vie n'est rien par rapport à l'étendue de notre ignorance. Donc ça, et la création, c'est d'une certaine manière la même chose, c'est se situer face à l'inconnu. On se situe sur cette frontière, pour reprendre le mot de frontière, cette frontière du connu et de l'inconnu, et la création est toujours une percée dans l'inconnu. Parce que sinon, il n'y a pas création. Il n'y a pas création si on ne pénètre pas l'inconnu. Et c'est pour ça qu'on est bien démunis quand il s'agit de faire un spectacle. Hein, Galine, on est bien démunis. Les premiers jours, on ne sait plus comment faire. Alors ça, c'est assez surprenant parce qu'on se dit quand même, on en a fait un certain nombre avant, donc le suivant, on va quand même y arriver, on va y arriver. Et en fait, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire, donc il faut tenter d'établir d'abord les outils qui nous permettent d'avancer un peu, les hypothèses qui nous permettent d'avancer un petit peu, mais on est vraiment face, c'est comme si on avait perdu notre artisanat, notre savoir-faire, c'est comme si on était totalement, en fait, comme au premier jour. C'est comme si ce qu'on avait fait avant n'avait pas servi. Cette expérience n'avait pas servi. Alors, ce qui est un peu faux, parce que maintenant, on est au courant que ça se passe comme ça. Donc, il n'y a plus autant de panique, on va dire, mais ce rapport à l'inconnu, il est très vrai, et je pense que c'est ce qui nous réunit ici. Quand on commence à monter une falaise, il n'y a pas de plan. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est, je pense, une des règles aussi de la création. Il n'y a pas de plan. Oui, et disons qu'on a toujours aussi un peu envie d'être le premier à faire ou à passer par là et à découvrir en fait, voilà. Et c'est à chaque fois effectivement nouveau et c'est vrai qu'on se dit mais est-ce que je vais être capable d'y arriver et de le faire aussi quoi. C'est un peu pareil. C'est intéressant parce qu'il y a vraiment cette notion d'appréhender l'espace extérieur vis-à-vis de soi-même pour maîtriser son espace intérieur en fait. Il y a une espèce de gouffre, que ce soit celui du doute, que ce soit le gouffre physique du haut du sommet. Et il y a vraiment toujours un retour sur soi qui est très vertigineux. J'ai l'impression que le vertige, il est plutôt à l'intérieur en fait.
En fait, c'est, enfin, en ce qui concerne, mais je pense que c'est un petit peu tout le monde, au niveau de la montagne ou de l'escalade, le mental joue énormément. En fait, il y a le physique qui est très important parce qu'il faut évidemment être en forme et avoir voilà, une condition physique qui soit quand même optimale, mais le mental est énorme en fait. Et si vraiment il ne suit pas, ou si on n'arrive pas à lâcher prise, c'est pas la peine. Disons que vraiment, il faut être très bien intérieurement aussi, quoi. C'est voilà, c'est important. Et est-ce que, en tant que physicien, et encore une fois, donc directeur d'une école et la façon aussi dont vous apprenez l'enseignement, cette notion de doute, c'est quelque chose qui est au cœur de l'enseignement. Est-ce que vous apprenez à vos jeunes physiciens et ingénieurs à douter? C'est vraiment un point essentiel. Alors, je ne sais pas si on les apprend à douter, mais en tout cas, on fait en sorte qu'ils apprennent à apprendre, on fait en sorte qu'ils soient curieux, et on fait en sorte qu'ils soient le plus possible ouverts sur le monde. Les enjeux aujourd'hui, c'est pas tant la qualité de l'enseignement scientifique, technologique, pour répondre à des besoins, notamment des besoins industriels ou socio-économiques. C'est plus tant ça l'enjeu, parce que dans le sens où, notamment au sein des écoles d'ingénieurs, on maîtrise toute cette chaîne. Je pense que là où nous sommes aujourd'hui complètement challengés, c'est dans une dimension supplémentaire de construire, façonner l'ingénieur citoyen. C'est dans le modèle de notre établissement en particulier. Ça explique aussi la présence de Laurent Grégoire parmi nous ce matin. Ça donne sens aussi, c'est la source aussi de la convention que nous avons signée récemment avec le théâtre de la Cité et notre école d'ingénieurs. Laurent Grégoire, qui est directeur des filières artistiques au sein de notre école d'ingénieurs. On a la chance d'avoir une école post-bac, donc sur 5 ans. Et le modèle, c'est qu'on ait entre 20 et 25% de notre formation qui soit nourrie par les humanités. On parle, quand le modèle a été pensé il y a de ça 60 ans, on parlait d'ingénieurs, enfin, d'humanisme technique. Aujourd'hui, on est en plein dans la notion d'ingénieur à très forte responsabilité sociétale. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je faisais allusion finalement aux espaces des possibles et à notre responsabilité quand on a des jeunes qui ont 17, 18 ans qui arrivent chez nous, plutôt bien câblés, avec un très fort potentiel. On a une responsabilité énorme lorsqu'on les accompagne sur 5 ans, dans un monde qui est en technologie, qui évolue très fortement, très vite en technologie, ou est-ce que les technologies aujourd'hui servent encore nos propres besoins? On voit bien que l'ingénieur aujourd'hui aura besoin dans sa construction de s'ouvrir à d'autres espaces. Bien évidemment, il va incarner la responsabilité de la transition écologique. Ça, c'est de toute façon c'est toutes les nouvelles générations qui nous poussent. Mais bien au-delà, on a besoin de créer des espaces pour donner de l'épaisseur culturelle à ces jeunes-là, de leur faire découvrir d'autres mondes et surtout d'hybrider la démarche scientifique plutôt cartésienne, on va dire. D'accord ? Quand on construit un pont, il faut qu'il tienne. Voilà. Mais de l'hybrider à tout ce qui peut construire sur de la créativité, de la culture, du géopolitique, la maîtrise de son propre corps, être à l'aise aussi dans les arts, puisque c'est finalement la façon que nous avons, nous, trouvé de construire un ingénieur qui va se mettre au service de la cité. Et ça, c'est ce qui nous anime. C'est vraiment le modèle de notre école d'ingénieurs. Et en même temps, il faut qu'on produise des ingénieurs en capacité de servir aussi le développement économique. Donc on voit bien qu'il y a certaines formes de contradiction.
Et notre challenge aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces nouvelles générations-là changent le monde, mais pas forcément en y étant juste opposés aux grands groupes qui ont une responsabilité sociétale très contestable, mais qui, au contraire, arrivent à faire changer les choses de l'intérieur. Donc, des nouvelles générations de scientifiques qui posent la question du bien fondé de la technologie, qui savent développer des technologies dites high-tech, justement pour solutionner durablement, mais qui aussi peuvent trouver des solutions dites à basse technologie, low-tech, de façon à ne pas être dans une spirale qui est constamment de l'innovation, de main jetable, pour finalement recréer d'autres choses qui ne vont faire que de toute façon épuiser les ressources de la planète, de toute façon. Voilà. Donc l'espace des possibles pour nous, c'est vraiment de créer un contexte d'épanouissement, de futurs cadres responsables. Voilà. Nous sommes interrogés aujourd'hui par ces nouvelles communautés, en fait. Ce qui est plutôt positif, c'est que dans notre modèle, nous sommes par essence donc ouverts aux humanités. Donc là, il y a des croisements que l'on construit avec d'autres écoles, hein, avec le théâtre. On fait aussi une section musique-études, on a aussi une section danse-études. Et ça diffuse, ça percole. Et on voit que ces élèves ingénieurs, là, ils ont un potentiel, mais absolument formidable. Alors, bien sûr, le matheux va penser que l'équation de mathématiques ne va pas forcément être suffisamment approfondie. Mais ça, de tout temps, ce ressenti, il a toujours été là, en fait. Qu'on perd certains fondamentaux en sciences. Mais ça, c'est un petit peu inévitable. Au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de découvertes et l'accumulation de savoir, il y a des choses qu'il faut accepter de moins maîtriser pour finalement s'en ouvrir à d'autres. Et c'est toute la difficulté entre porter l'exigence du disciplinaire, mais en même temps s'ouvrir sur la transdisciplinarité. Ce qu'on fait justement en s'hybridant avec d'autres cultures. Il y a la notion, alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, il y a la notion de maîtrise, maîtriser, accepter de ne pas maîtriser, enfin, c'est vraiment une notion très très clé, la maîtrise. Comment vous rebondiriez là-dessus, en géographie, en art, en alpinisme? Si on ne maîtrise pas, on tombe et on meurt, c'est ça? Il y a des questions? Allez-y, je vous écoute. Bonjour. Que pensez-vous de la réappropriation dans l'espace politique de la notion de premier de cordée? Waouh! Et j'ai moi-même fait de l'alpinisme. Ouais. Oui, effectivement. Oui. Pourquoi cette appellation premier de cordée? C'est vrai que je pense que à l'époque, ceux qui partaient en alpinisme et qui gravissaient les montagnes avec les moyens qu'ils avaient à l'époque où ce livre a été écrit et où cette histoire a eu lieu, je pense que les moyens étaient largement moins sécurisants que ce qu'on utilise actuellement. Donc, je pense que la notion de prise de risque et de la vie, en fait, de sauver sa vie, ce n'était pas la même que maintenant. Enfin, je trouve qu'à l'époque, ils avaient certainement beaucoup plus de courage que maintenant. Enfin, le courage n'est pas le même, à mon avis, je pense. Hein, parce qu'à l'époque de premier de cordée, ils avaient quand même des outils beaucoup plus rudimentaires que maintenant. Et je ne sais pas si on peut vraiment l'appliquer à un terme politique actuel, quoi. Voilà. Le risque n'est pas le même. Voilà. Après, d'un point de vue très purement pragmatique, il faut bien qu'il y en ait un qui marche devant, parce que ça va être difficile de faire avancer la cordée en parallèle, quoi. Voilà. Donc, mais se pose la question en fait de la solidarité, qui fait que celui qui est le dernier de la cordée, si jamais il n'est pas en capacité de suivre ou il n'est pas suffisamment aidé, il fera tomber tout le monde.
Voilà, c'est ça le point central. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs monter en tête. Hein. De toute façon, le premier, c'est il monte en tête. Donc s'il tombe, la tête tombe. Voilà. Je voulais dire, je travaille dans une école maternelle et on fait de l'escalade avec des enfants de 5-6 ans, de 4-5 ans, en salle. Hein. Et ils montent. Bon, d'abord, ils ont peur. Quand ils sont en haut, il y en a qui ne veulent pas descendre parce qu'ils ont peur de redescendre. Et il y en a qui ne veulent pas descendre parce qu'ils sont bien en haut. Très compliqué, les enfants. Et ensuite, bon, j'habite en Espagne, dans un village qui monte. C'est bon, c'est magnifique. Et quand on est petit, il y a un rocher. Alors, vu d'en bas, on appelle ça la Peña del Cielo, le rocher du ciel. Quand on est petit, on nous interdit d'y aller parce que ça peut être dangereux. Ensuite, on y va et entre les plus jeunes, c'est celui qui arrive le premier à gagner, à toucher le ciel. Et ensuite, les papis qui ne peuvent plus y aller, j'ai pensé, là, je me suis évadée, je suis partie chez moi. Les papis disent, je ne peux plus monter, mais bientôt, je vais aller au ciel. Ouais. C'est très beau. Ouais, c'est magnifique, oui, effectivement. Mais c'est un peu, effectivement, c'est un peu cette idée en escalade, hein, même en montagne. Hein, on monte. Si on pouvait monter encore plus haut, ouais, ce serait, voilà, c'est ça. Accéder au plus grand espace possible, quoi. Voilà. C'est ça. Non, mais pour écoutant Véronique et Madame, en géographie, donc on travaille sur des espaces de montagne et il y a à la fois cette notion de verticalité et voire d'horizontalité, dans le sens en fait où quand on est en haut, on a une sensation d'immensité, d'horizon infini, autrement dit de paysage ouvert, sans aucune limite, sans aucune barrière, obstacle, frontière et ainsi de suite. Et par ailleurs, un paysage de montagne, c'est toujours beau. C'est bizarre que ce soit toujours beau. Autrement dit, le mélange verticalité, horizontalité fait qu'on fait appel en fait à une certaine sensibilité, culture et donc à une notion de beauté. Par ailleurs, ou en revanche, les espaces de plaine, l'horizontale, je ne sais pas si vous aimez les espaces de plaine. Vous allez me dire, ouais, bof, c'est monotone, c'est homogène, c'est toujours pareil, il n'y a pas grand-chose à voir. On n'aime pas on n'aime pas le paysage que quelque part conforme produit un espace de plaine, mais on aime les paysages que produit qui renvoient à un espace de montagne. Donc je pense qu'il y a aussi peut-être un petit peu de ça dans votre quête d'un certain absolu en termes d'immensité, d'horizon infini, parce que la verticalité vous l'a offert en fait. Oui, tout à fait. Infini. Et puis en plus, la montagne, c'est un endroit où en fait l'homme a très peu d'influence, il intervient très peu, alors qu'en plaine, dans les immensités. Après, oui, il y a forcément une certaine influence au niveau des... Mais quand on s'enfonce dans des endroits qui sont complètement isolés, l'homme n'a pas de... En fait, ne construit plus de choses, ne modifie plus le paysage, en fait, à ces endroits-là. Alors qu'en plaine, effectivement, il intervient plus facilement, et peut-être aussi c'est à cause de ça que, du coup, l'intérêt est moindre, où on va trouver un paysage peut-être un petit peu moins magique qu'en montagne. Juste une remarque, dans le monde, il y a des montagnes qui sont très très fortement anthropisées, à 3000 mètres d'altitude, 4000 mètres d'altitude. Dans les Andes, les populations ont toujours vécu depuis des millénaires à 3000 mètres, 4000 mètres sans aucun problème. Et la montagne est complètement transformée et complètement anthropisée. Elle est plus naturelle. Moi, je parle des Pyrénées essentiellement, donc évidemment, l'altitude et voilà, c'est ça. Je pense que l'habitat humain est beaucoup plus bas dans les Pyrénées, donc sur l'Aneto, pour l'instant, il n'y a encore personne, donc voilà, tout va bien. Aurélien, justement, par rapport à la verticalité, alors là, c'est juste une impression et tu me diras, j'ai l'impression que toi, tes créations, elles étaient très, très verticales et que tu explores de plus en plus l'horizontalité. En fait, on est très sensible et au vertical et au horizontal. Tous ceux qui essayent, enfin nous tous qui avons essayé de mettre un tableau au mur, on s'en rend compte, quoi. On sait très bien, on peut pas vivre avec un tableau un tout petit peu tordu, et donc voilà, on est très très sensible. Et on repère d'ailleurs, l'œil est très précis sur les verticales et sur les horizontales.
Donc on ne peut pas tromper l'œil humain sur ces... Je pense que c'est... Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est comme ça, on est sensible à ça. Après, moi, ce qui m'intéresse dans ce qu'on dit, et là où je suis sensible, c'est sur la notion du phénomène, en fait. La nature est un phénomène multiple, et c'est vrai, toujours beau. Mon frère, qui est chercheur, océanographe, a passé 6 semaines sur un caillou de glace en Antarctique. Donc en fait, c'était le jour continu, il n'y avait pas de nuit, c'était totalement plat, évidemment. Il n'y avait aucune vie, même pas de bactéries. Et il m'a dit, tu ne peux pas savoir à quel point c'était changeant. Et c'était quoi ce qui était à l'œuvre? C'était le phénomène donc de la lumière et le phénomène de l'atmosphère. L'atmosphère et la lumière étaient tout à fait particulières et toujours changeantes. Et donc il y avait un peu le spectacle de la lumière, le spectacle de l'atmosphère, qui est un spectacle absolument magnifique. Et ça a à voir un peu avec le théâtre que je tente de faire. J'essaye par le spectacle de la lumière, et surtout, c'est pas la lumière toute seule, c'est la lumière et la matière. C'est le spectacle de la matière, le phénomène de la matière et de la lumière, et d'en faire quelque chose, de faire une sorte de danse de l'espace avec ce double phénomène de la lumière et de la matière. Et ce qui est assez étonnant, c'est que je constate qu'une chose, si elle est éclairée comme ceci, ou si elle est éclairée comme cela, ou si elle est horizontale, et puis tout d'un coup, on la dresse, un objet qui est horizontal, et on le redresse, on le met vertical. D'une certaine manière, il change complètement de signification pour l'imaginaire, pour le regard, et donc presque il change de nature. Il change de nature. Et ça, c'est troublant, parce qu'il n'a pas changé de nature. En fait, le point de vue que l'on porte sur les choses change, c'est comme si la chose elle-même changeait de nature. Et donc ça renvoie à cette question du point de vue et de la nature des choses. Est-ce que finalement, notre point de vue, le fait qu'un phénomène soit observable, change le phénomène, ou pas du tout? Il n'y a pas de corrélation entre le point de vue. On sait très bien que nos représentations du monde ont énormément évolué. Et donc du coup, notre expérience du monde a évolué avec. On ne fait plus du tout la même expérience. Et donc c'était... voilà, j'essaye sur le plateau d'avoir toujours à l'œuvre un phénomène qu'il soit pour nous impossible, pour le spectateur impossible de nier. On ne peut pas nier qu'il s'est passé ça. Il s'est passé ça, et juste, on ne va pas expliquer ou dire que ça représente ceci ou cela. On va juste faire l'expérience de l'observation de ce phénomène, et ensuite en stimuler d'une certaine manière l'imaginaire autour de ça. Pour compléter, tout à l'heure vous aviez parlé de réalisation théâtrale où en fait, à travers le théâtre, vous pouvez avoir la tentation de vous soustraire à des lois physiques. Donc l'image par exemple de l'objet ou de l'acteur qui est suspendu à un fil, donc pour justement se soustraire aux lois de la gravité. Vu du physicien, ma première réaction était plutôt de penser que justement vous en avez assez de l'espace bidimensionnel et vous allez occuper donc la 3e dimension. Donc c'est pas forcément en soi de chercher à s'extraire de lois physiques, mais au contraire jouer sur une dimension supplémentaire. Et juste un commentaire là-dessus, ce qui est assez intéressant en fait, je me pose la question dans quelle mesure une expression théâtrale pourrait retraduire des lois physiques. J'entends par là, quand on joue avec les dimensions de la matière, on va avoir 0 dimension, 1 dimension, 2 dimensions et 3 dimensions. Alors bien sûr, ces effets de dimension, ça se manifeste en fait par des propriétés physiques qui vont être complètement différentes. Les technologies de demain, pour partie celles qui sont déjà utilisées aujourd'hui, sont basées sur notre capacité à manipuler la matière, à arranger les atomes, soit sur une rangée, soit sur une ligne, soit sur un plan bidimensionnel, et ça va provoquer à la matière mais des propriétés physiques complètement différentes. Pourquoi ? Parce qu'elle va être confinée sur une ligne,
confiné dans une dimension, ou bien confiné sur finalement 2 dimensions, et donc être confiné sur un plan. Et le physicien aujourd'hui, c'est pas tant jouer avec les 3 dimensions qui sont particulièrement excitantes, c'est plutôt jouer sur le confinement dans une dimension ou dans 2 dimensions, puisque c'est ça qui va révéler des propriétés quantiques. Et ces propriétés quantiques, si on est capable de les faire se manifester à température ambiante, eh bien on est capable d'avoir de nouveaux types de dispositifs et de progresser sur notamment nos moyens de stocker de l'information ou de communiquer ou autre. Une question qui est complètement ouverte dans notre enseignement. Il y a peu encore, on discutait avec des professionnels de la musique. On se posait la question de comment faire comprendre les lois de la mécanique quantique. C'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. C'est des concepts qui sont compliqués. Eh bien, ces problématiques de confinement de la matière, de quanta ou d'ondes, peut-être qu'à travers la musique, on peut l'illustrer. La question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que par une expérience théâtrale, on peut traduire un confinement spatial sur une dimension qui va révéler finalement des comportements différents? Ou bien est-ce qu'on peut travailler sur un confinement à 2 dimensions qui fait que vous allez avoir aussi une expression et des propriétés physiques complètement différentes? Alors là, l'objet serait peut-être de rendre visible, parce que macroscopique, quelque chose qui en fait est une véritable réalité, mais à l'échelle de l'infiniment petit. Mais est-ce que par une illustration théâtrale, on ne pourrait pas donner sens à des lois de la mécanique quantique qui apparaissent dans des espaces extrêmement confinés? C'est une question qui est complètement ouverte. Si vous avez des idées, je pense que là, vraiment, nous, on pourra vous mettre en contact avec nos professeurs de la mécanique quantique et puis voir dans quelle mesure on peut tout simplement donner sens. Un tout petit commentaire par rapport à ça. En fait, si le physicien quantique, je cherche dans mes spectacles que le physicien quantique puisse voir de la mécanique quantique, tandis que, parce qu'il va y associer des représentations de ce qu'il connaît, tandis que il y aura d'autres associations possibles. Et ça, je pense que c'est tout à fait possible, parce que en fait, le plaisir qu'on a face à une œuvre d'art, en fait, est une sorte on cherche une reconnaissance. On cherche à reconnaître quelque chose. En fait, reconnaître quelque chose, c'est donc faire un lien entre cette chose et soi. Et à partir du moment où cette relation, elle existe, elle s'établit, eh ben, c'est là qu'on va nommer pour soi-même que c'est de l'art. C'est à ce moment-là que le mot art arrive. Le mot art, il n'arrive pas dans la fabrication de l'objet. L'art n'est pas un objet en soi que l'on pose là et qu'on va décréter. L'art n'est pas autoproclamé. L'art, c'est celui qui regarde et celui qui établit une relation avec cet objet qui va dire « Ah, c'est de l'art », qui va reconnaître que c'est de l'art pour lui-même. Donc ça veut bien dire que l'art est une relation. C'est ça qui est important je pense, à saisir, c'est que l'art est une relation. L'art n'est pas autre chose qu'une relation, c'est une relation. Et s'il n'y a pas de relation entre soi et ce qu'on regarde, eh ben, s'il s'agit d'un spectacle, on dit ouais, bah, j'étais un petit peu extérieur, je sais pas, ça va pas. Ou s'il s'agit de toute autre chose, bon, bah, je suis pas rentré dedans, oui, bah, ça m'intéresse pas, etc. Et à ce moment-là, il n'y a pas art. Mais si cette relation s'établit, c'est une relation propre à nous transformer, à faire sens pour soi et pour soi-même. C'est pour ça que la relation à l'art est toujours une relation totalement individuelle. C'est pas quelque chose de collectif, c'est quelque chose d'individuel. Il s'agit de l'individu qui va être touché parce qu'il reconnaît quelque chose qui fait sens pour lui, et où il vient piocher cette reconnaissance. Qu'est-ce qui va surgir de sa mémoire, de sa sensibilité, de son corps? Qu'est-ce qui va surgir à ce moment-là? Va pouvoir faire sens pour lui, et on peut être, moi je crois ça vraiment, on peut être transformé intimement par tel bouquin, tel spectacle, tel film. Et la métaphore de je ne suis pas rentré dedans, je suis resté extérieur est intéressante, parce qu'effectivement, là, c'est une expérience physique par rapport à l'espace.
Alors Galine, est-ce que tu envisagerais une pièce qui mettrait en scène la mécanique quantique? J'aimerais bien, mais comme j'étais vraiment nul en physique à l'école, je ne sais pas si je peux maîtriser ça. Par contre, j'étais vraiment marqué par peut-être j'ai rien compris, mais j'ai lu ça quelque part sur des quarks ou des petites particules qui, quand tu les regardes, elles se comportent comme des particules. Dès que tu les regardes pas, elles deviennent des vagues ou je sais pas comment ça s'appelle, waves, des ondes, des ondes. Voilà. C'est vraiment des comédiens. Les comédiens, ils sont pareils. Dès que tu les regardes pas, ils font, tu sais pas quoi, mais pas ce qu'il faut. Et dès que tu les regardes, en fait, tout d'un coup, c'est des quarks et c'est des particules. Voilà. Et en fait, ce qui m'a marqué dedans, c'est que cette relation est conditionnée par le regard, encore une fois. Ça veut dire que le regard crée des constellations ou des conditions qui font en sorte que la particule, elle change sa nature. Et ça, pour moi, c'est incroyable. Comment c'est possible? Et comment elles savent qu'elles sont regardées ou pas, observées ou pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que le regard rend l'œuvre d'art possible, en fait, la légalise. Et l'autre chose qui me marque vraiment de tous ces témoignages, c'est que en fait, on est tous propulsés dans nos activités par une conscience indéniable, je dirais, d'un espace autre, d'un espace de possible qui est toujours devant nous et qui est toujours à venir. Et ça peut être un espace purement poétique, scientifique, je ne sais pas, mais physique, voilà, l'espace qu'on n'a pas conquis encore, l'espace qu'on n'a pas encore découvert ou qu'on n'a pas, on n'a pas réussi encore à décrire. Mais la notion que chez l'être humain, dans ses cellules, il y a cette conviction que cet espace existe et toujours à découvrir, en fait, nous propulse à faire des choses, ou créer des choses, ou inventer des choses. Et ça, c'est flagrant d'avoir des activités tellement différentes qui, en fait, se croisent à un endroit qui est aussi à l'endroit de créativité. Ça veut dire d'assumer le fait que cet espace existe, ça veut dire que tu peux l'imaginer, ou tu peux... Et l'imaginer, ça veut dire co-créer déjà. Une fois qu'on l'a vu dans son imagination, bah, l'espace, il est demi-existant déjà. Après, il faut faire certaines choses pour que ça devienne visible, peut-être, ou tangible. Voilà, j'ai pas répondu à ta question, mais c'est... Mais justement, enfin, tu disais visible, tangible. Ah, pardon, il y a une question, super. Encore moi. Merci. Oui, on a beaucoup parlé de l'espace physique, visuel, en parlant de théâtre. Alors, je vois ici à le citer. Bon, il y a le côté visuel du texte, mais où situez-vous le texte et l'oralité dans une pièce de théâtre? Parce que ça, je crois qu'il faut en parler pour faire la différence entre parfois performance, théâtre, cirque, voilà. Où situez-vous le texte et l'oralité, la musique des sphères à travers le langage, si j'ose dire? À vrai dire, pour moi, il y a une égalité des moyens sur le plateau. Il n'y a pas une hiérarchie des moyens en disant ça c'est plus utile que ça ou d'autres. Tout ce qui peut tenir sur un plateau peut faire théâtre. Par contre, le théâtre, c'est une relation. Le théâtre, ça n'a rien à voir avec la performance. C'est deux choses différentes. Donc le théâtre, on est dans un art de la représentation. Et qui a ses règles. Alors, c'était Georges Perec qui citait un auteur inconnu, mais quand il cite un auteur inconnu, souvent c'est de lui-même, il s'agit. Et donc, il disait, un auteur inconnu a dit « Le théâtre suit des règles très précises que personne n'a réussi à établir. » Et ça, je trouve ça très drôle et très vrai. C'est-à-dire que c'est incroyable la précision au théâtre et c'est incroyable la difficulté d'établir
les rapports, en fait, et les nouveaux rapports, en fait. Il y a une sorte de potentialité incroyable au théâtre, et qu'on cherche, et c'est ça qui est excitant, qu'on cherche, je dirais, toute notre vie, pendant le parcours. Tant qu'on est au plateau, on cherche à établir ces rapports entre les différents éléments qui peuvent tenir sur la scène. Et heureusement, le théâtre est d'une certaine manière amnésique. Il s'oublie, parce que le théâtre est vivant, donc il faut bien accepter qu'il meurt, il faut bien accepter qu'on l'oublie. Et alors, on réécrit sur les traces, on réécrit sur... et ça, cet art, il fonctionne comme ça, et les autres arts ne fonctionnent pas comme ça, parce qu'ils s'oublient moins. La littérature ne fonctionne pas comme ça. Le théâtre, c'est comme si il avait ses constantes, voyez. Et quand je lis, quand même on lit Aristote, pour prendre une des grandes sources de réflexion autour du théâtre les plus lointaines, franchement, on est très proche quand on lit Poétique. On dit, ah bah oui, on a l'impression d'ouvrir le manuel du parfait dramaturge ou du parfait... vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de comment ça marche, de proposer une mécanique du théâtre et de demander... Et qu'est-ce qu'il dit Aristote? Il dit déjà lui-même, pour le spectacle, le fabricant d'accessoires a autant d'importance que le poète. Donc il établit déjà, Aristote lui-même, une sorte d'égalité des moyens entre celui qui va créer l'espace, celui qui va créer les costumes, celui qui va créer la musique, celui qui va créer le texte, celui qui doit s'emparer de tous ces moyens. Le plateau, l'acteur, l'espace, l'acteur, voici les moyens pour faire théâtre. Donc ensuite, moi, je dirais que si à un moment donné, l'oralité est un bon moyen, alors l'oralité. Par exemple, si on prend le théâtre de Valère Novarina, on ne peut pas l'envisager sans oralité. Valère Novarina, il travaille les mots à partir de leur oralité. Même c'est l'oralité c'est la parole ces mots, on ne peut pas les lire. Vous voyez, c'est pas intéressant de lire du Valère Novarina. C'est intéressant de l'entendre parce que il y a ce rythme des mots, ce travail autour de l'oralité, ce travail autour du débit de parole extrêmement important, et quelque chose qui est comme ça jeté et vomi. Et d'une certaine manière, Novarina a besoin du théâtre sinon ça n'existe pas. Alors, je trouve ça pertinent, une écriture comme ça, très pertinent. Ensuite, moi, j'utilise très peu les mots. J'ai fait quand même un spectacle justement de Valère Novarina, L'Espace Furieux, où il n'y avait qu'un texte, du début. Mais je considérais ce texte un petit peu par sa musicalité. Et c'est mon rapport. Donc voilà, c'est mon rapport au théâtre. Mais je crois fondamentalement que il n'y a pas de... On ne peut pas dire c'est ceci ou c'est cela. La phrase de Zola qui m'a le plus plu sur le théâtre, c'était « Le théâtre n'existe pas. Il existe des théâtres et je cherche le mien. » Et si moi je peux rajouter juste une petite expérience que je viens de faire récemment. En fait, j'étais en Allemagne où j'ai créé un spectacle qu'on va vous montrer dans un an. Ici, c'est une coproduction entre Théâtre de la Cité et Staatstheater Meiningen, où j'ai fait la mise en scène de Léon Selena, de Georg Büchner. C'est un texte très particulier, c'est un classique allemand, peu représenté en France, en tout cas ce texte-là. Mais j'ai fait l'expérience justement de travailler dans une langue que je ne maîtrise pas. Je ne parle pas l'allemand. Alors que je prétendais de mettre en scène un classique allemand en allemand. Et mon entrée au théâtre s'est faite par le texte. Moi, je viens d'une tradition un peu conventionnelle vis-à-vis au texte. Et puis, j'ai passé 5 ans en Bulgarie à l'école de théâtre où on m'a tapé avec un Stanislavski sur la tête. Qui s'occupait justement pour te donner des clés pour décoder un texte à travers les actions physiques et pas à travers une analyse littéraire. Et
un jour, peut-être j'ai raconté ça déjà, je me souviens plus, mais un jour, j'ai demandé à un grand metteur en scène géorgien à l'époque, il y a plus de 20 ans, qui mettait en scène des textes partout, en Angleterre, aux États-Unis, dans les pays nordiques, et il ne parlait pas la langue. Je lui ai dit, mais comment vous faites? Il a dit, oh, c'est très simple en fait. C'est beaucoup plus simple que si tu parlais la langue, parce que quand tu ne parles pas la langue, tu ne te fais pas piéger par les mots, et en fait, tu écoutes le ton et la fréquence chez les comédiens, et tu peux beaucoup plus facilement capter s'ils sont en train de te mentir ou pas. Et ça m'a rassuré. Je me suis dit, ah ok, alors si j'arrive à faire mon tuning voilà, à cet endroit, peut-être je peux commencer à écouter et trouver des espaces différents à l'intérieur de la langue et de la sonorité qui peuvent me lier à une vérité ultime vis-à-vis à la situation qui se joue. Et j'ai expérimenté avec ça, et je pense que en fait, il y a des dimensions différentes dans le texte en soi, et qu'on puisse entendre ou appréhender en représentation, en fait, dans un rapport de théâtre, quand on regarde, quand on écoute. Et par contre, quand je suis arrivé en France, au départ, je ne parlais pas vraiment la langue. Il y a ce compliment souvent après un spectacle quand on te dit on entend le texte. Et moi j'étais vexé quand j'ai dit mais si vous voulez entendre le texte, vous pouvez le lire à voix haute. Mais voilà, je ne comprenais pas en fait qu'entendre le texte, c'était pas littéraire. Ça veut dire que en fait les gens voulaient dire que on voit des dimensions à l'intérieur, ou on voit des méandres, ou voilà, on arrive à apercevoir le texte qui est quelque chose de linéaire par la manière dont c'est écrit. On découvre sa multidimensionnalité, voilà. Et ça peut se faire à travers une représentation, seulement à travers un acte de partage du moment réel, ici et maintenant, par des gens qui jouent quelque chose et d'autres gens qui les regardent. Voilà. Bonjour. Moi, j'avais une question aussi par rapport à un spectacle que j'ai vu du coup il y a longtemps, quand j'avais 15 ans, c'était Espace. Et il m'a vachement marqué ce spectacle parce que justement, il n'y avait pas vraiment de discours. Et quand on me l'a annoncé au début, moi, je voyais que du théâtre où il y avait ce genre de mise en scène avec du discours, et je commençais à en faire moi-même et tout. Et je voulais savoir du coup la relation, enfin, qu'est-ce que c'est cette transformation qui a eu entre l'exploration de l'espace du discours et l'exploration de l'espace-temps et de l'espace physique en fait, et aussi peut-être par rapport à ce que disait Galine, la lecture qu'on en fait en fait, parce que c'est aussi une lecture, c'est presque poétique de voir un spectacle comme ça, et il n'y a rien qui est dit, tout est compris et on le ressent. Enfin, moi j'avais vraiment ressenti, et c'est aussi comme ça que ça nous marque, et voilà. Merci beaucoup. C'est vrai que Espace, ça a été en fait pour moi un spectacle assez important dans son processus, parce que c'est basé sur Georges Perec, sur la vie et sur l'œuvre de Georges Perec, à partir d'un livre Espèce d'espace de Georges Perec. Mais ce livre, il m'a accompagné pendant 10 ans, pendant une dizaine d'années. Donc ça a été un peu mon livre de chevet. C'est un livre qui a une très grande potentialité, ce livre, parce que je crois que c'est un livre très très partagé. Je pense que vous le connaissez, les géographes le connaissent bien. Il y a les architectes qui le connaissent aussi par cœur. Il touche beaucoup de domaines, il touche beaucoup de gens très différents. Puis c'est un livre très très ouvert. Au départ, on a l'impression que c'est des fois des simples prises de notes. Puis ensuite, on se rend compte que c'est extrêmement construit. Et ensuite, on se rend compte que c'est même crypté. Donc il y a des couches infinies dans ce livre, et il est central dans le parcours de Perec. Il est un peu au milieu de sa vie d'écrivain. Et donc
du coup, je me suis rendu compte que j'avais mis le doigt dans un engrenage et qu'il fallait commencer à lire tout Pérec et à lire tout ce qui avait été écrit sur Pérec et à complètement entrer dans une autre dimension de cet écrivain qu'au départ on peut prendre comme un écrivain assez ludique, puisque c'est une de ses caractéristiques, c'est qui joue en fait avec les mots, qui fait des palindromes, qui fait des jeux d'écriture avec l'Oulipo, ses amis de l'Oulipo, et que ce n'est que ça. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un autre Pérec, enfin moi c'est celui-là qui m'a intéressé, qui est l'autobiographe. Pérec, autobiographe, qui raconte sa vie, mais comme il ne peut pas la raconter, alors il cherche une façon de la représenter, et c'est beaucoup un détour. Il arpente sa vie avec l'écriture, ou du moins l'écriture, c'est un petit peu à la fois laisser une trace de quelque chose par l'écriture, mais aussi, et on s'en rend compte de plus en plus, suivre à la trace sa propre histoire, et notamment l'histoire de ses parents disparus pendant la guerre et de sa mère disparue à Auschwitz. Donc il y a tout ce côté de sa propre vie qui apparaît. Et moi, d'une certaine manière, quand on s'empare de ça, je m'étais emparé de ça par la question de l'espace au départ. Espèce d'espace, ça m'avait touché dans mon travail. Et ensuite, j'ai eu l'impression de faire une rencontre. Ce livre a été une rencontre. Et ensuite, et au-delà de ce livre, Georges Perec. Et donc j'ai eu envie de voir qu'est-ce que j'allais faire de cette rencontre-là. Comment, en fait, ce livre m'a déplacé. Donc il m'a amené à un autre endroit. Et j'avais envie de voir le spectacle que je pouvais faire, que je n'aurais pas fait sans. Que je n'aurais pas fait sans cette rencontre. Cette rencontre m'a déplacé et j'ai voulu déplacer, alors de certaine manière faire un spectacle qui était ce déplacement. Donc il a fallu que je produise une sorte d'équivalence sur le plateau. Ce n'était pas une adaptation du livre, très très loin. Il y a une seule phrase du livre, qui est « Vivre, c'est passer d'un endroit à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner ». Donc, d'un espace à un autre, j'ai dit endroit, c'est passer d'un espace à un autre. C'est bien ce mot passer, il m'a beaucoup inspiré, parce que c'était vivre, c'est passer, et en anglais, tout passe, c'est mourir. Donc vivre, c'est mourir, c'était beau. Et puis cette phrase, elle est très cryptée, et en même temps, elle est centrale, et je l'ai établie en fait comme ma dramaturgie, comme c'était mon programme. C'est un programme, vivre, c'est passer d'un espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner. Et ça a été finalement, la dramaturgie d'Espace a été construite sur cette phrase-là. Donc cette phrase, elle est donnée au départ, c'est une donnée, on l'écrit en contorsionnant les livres. Il y a une sorte de... Cette contorsion des livres, c'est ce que j'ai fait avec ce livre pendant 10 ans, d'une certaine manière, en le tordant de tous les côtés, et d'essayer de tout transformer dans des rapports physiques. Et notamment, il y a eu ce mur, pour ceux qui ont vu, ce mur du fond, qui fait tout le spectacle, on va dire, enfin une grande partie du spectacle. Et ce mur du fond, il est à la fois très important pour Pérec, puisque chez Pérec, il y a un mur qui concerne la mémoire. Il ne se souvient plus du visage de sa mère. Il a perdu la mémoire de sa mère, ayant été séparé très jeune de ses parents. Et donc c'est un mur dans son cerveau. Et les murs sont très importants chez Pérec, et c'est aussi important au théâtre, parce que le mur du fond, c'est ce qui fonde le théâtre, c'est la fameuse skéné grecque, qui était d'abord une tenture qu'on dresse pour créer finalement les coulisses, pour cacher. L'acte théâtral a commencé par cacher, par masquer. Et puis c'est devenu ensuite, dans les théâtres grecs, ce mur construit, et le mur du fond. La skéné était le mur du fond. Et c'est ce qui fonde le théâtre, ce mur du fond. Donc j'ai essayé de faire un mur du fond qui allait faire théâtre. Et il y avait une dimension supplémentaire à la création à l'Opéra d'Avignon, parce que j'ai refait en décor le mur du fond du théâtre d'Avignon, donc qui était un petit peu usé, qui était un petit peu décrépit. Donc on a pris une photo de ce mur, et nos peintres, nos patineurs ont recréé ce trompe-l'œil, pour que ça crée une sorte de trompe-l'œil entre les spectateurs d'Avignon, pensaient voir le mur du fond d'Avignon, mais c'était le décor qui représentait le mur du fond qui était juste derrière. Donc c'était produire un faux, ce qui est extrêmement important au théâtre et extrêmement important pour Pérec. Pérec, l'idée du faux, puisque finalement le papier officiel de l'administration française qui annonce la mort de sa mère est un faux, et l'écriture en trompe-l'œil,
C'est-à-dire, vous croyez que je suis en train de vous raconter un petit truc, mais là-dedans est cryptée toute mon histoire. Donc l'écriture en trompe-l'œil, qui est aussi un élément central de Pérec, c'est ces mécaniques que j'ai essayé de mettre à l'œuvre, et pour faire, comme vous dites, une relation poétique avec les éléments. Et comment on peut, mon idée, c'était pas de raconter la vie de Pérec, mais comment finalement, en suivant les mécanismes qui étaient à l'œuvre dans son écriture et dans sa vie, comment on peut s'approprier de quoi il s'agit exactement, quelles sont les différentes couches de réalité, et comment on peut faire l'expérience de cette chose-là et d'avoir un parcours poétique à partir de ça. Et ce qui manque peut-être, c'est de parler d'abord de l'espace du corps. Notre première géographie, elle est au même corporelle. Moi, peut-être parce que je suis médecin, j'y suis sensible. Et on a des pics d'anétome qui s'appellent le diaphragme, des genoux, qui ont d'autres territoires. Et ce qui est intéressant dans ce sujet aujourd'hui, c'est qu'on s'aperçoit qu'aussi, sur le plan thérapeutique, on est passé d'un monde thérapeutique, je dirais, de l'ordre du verbal, du psychologique, à beaucoup de thérapeutique, de l'ordre du corps, de l'ordre de la géographie, avec des approches de méditation corporelle et autres. Et si on est sensible en ce moment au monde dans sa géographie, je crois que parallèlement, il y a tout un retour aussi à la géographie de l'individu, à l'espace de l'intime. Et là, vous évoquez Pérec, que j'aime bien, mais dedans, juste pour vous faire une petite plaisanterie sur la verticalité, moi je trouve que la verticalité est intéressante, mais qu'elle est toujours de l'ordre de l'agir, tandis que l'horizontalité est de l'ordre du charme de la présence. Et que cette horizontalité nous manque beaucoup. Et ça ferait peut-être la différence entre acteur et habitant. Acteur, on est debout, habitant, on est allongé, me semble-t-il. Du coup, pour revenir sur la verticalité, qui revenait un peu dans tous les domaines, aussi différents soient-ils, je trouvais ça intéressant de le mettre en lien parce qu'avec les premières formes d'habitat, enfin les premières formes d'espace construit et de construction humaine avec des monolithes qui sont redressés, enfin en tout cas c'est les premières formes que nous on connaît. Est-ce que vous pensez qu'on cherche toujours à se représenter ou à se conforter, à être attiré par des formes d'espace qui ne changent pas, en fait, enfin, qui restent les mêmes et qui reviennent un peu avec l'idée de mémoire aussi, qui se réinvente, qui s'oublie, qui revient dans tous les domaines d'ailleurs. Si, c'était juste pour avoir différentes... On peut y revenir. Bon, alors sur l'espace du corps, hein, c'est assez passionnant, évidemment. Nous, on est très passionnés. L'acteur est un corps avant tout, donc moi, je suis passionné par le corps et tous les espaces du corps et ce que le corps... Et le corps, c'est vraiment l'outil de l'acteur. On va dire l'acteur agit d'abord avec son corps, et donc on parle de tout ça. On parle du corps et évidemment, l'horizontalité, la verticalité, c'est très beau. C'est très Pérec, l'horizontalité. Hein, un homme qui dort, et puis c'est étonnant, l'homme est un être vertical, mais il a besoin tout autant d'horizontalité. S'il est vertical, il ne peut pas vivre. Hein. Il faut qu'à un moment donné, il se mette à la position horizontale, sinon il va avoir des sacrés problèmes. Donc effectivement, et puis aussi toute cette physique intérieure, toute cette chimie intérieure qui fait vibrer notre âme et qu'on ressent, toutes les émotions, tout ça était évidemment lié avec l'art, avec nos représentations, évidemment. J'aime beaucoup, j'ai fait un spectacle qui s'appelait Plexus, donc, où le rapport était vraiment cet endroit du corps particulier, ces réseaux de nerfs ou de faisceaux qu'on nomme aussi, le mot plexus veut dire ça, ces endroits aussi de fragilité. L'endroit aussi, en médecine chinoise, donc dans plexus, c'est une scénographie de fil, comme ça. Alors il y avait un médecin chinois qui avait vu ce spectacle, il me dit, et il y a toujours tout un rapport au cœur, en fait, dans plexus. On entend d'abord le battement du cœur de la danseuse, et ensuite on découvre cet espace fait de fils, un peu. Et un médecin chinois avait vu ce spectacle, il m'a dit, c'est drôle, vous connaissez vraiment beaucoup la médecine chinoise. On voit que vous êtes spécialiste. Bon,
À vrai dire, ça m'arrive assez fréquemment d'être spécialiste de tout un tas de choses que j'ignore absolument, ou dont du coup j'ai des connaissances très superficielles. Et il me dit, mais comment ça, vous avez fait ça pour ça, non? Pour la représentation du cœur, tous ces fils que vous suspendez, c'est la représentation du cœur, c'était ça votre intention? Alors souvent je suis un peu embêté quand on me propose des choses, parce que si je dis non, j'ai l'impression que je vais vraiment décevoir. Donc j'ai dit non, je ne sais pas. Et il me dit parce qu'en médecine chinoise, on représente le cœur comme le métier à tisser. Le métier à tisser, c'est la représentation du cœur. Et j'avais fait effectivement un espèce de grand métier à tisser, en fait. Donc j'aime beaucoup quand, effectivement, c'est ce que je racontais tout à l'heure sur la physique, quand on voit des choses qui appartiennent à sa connaissance et à ses représentations, et qu'on arrive à reconnaître ça dans une forme d'art. Voilà, sur le corps. Après, sur le monolithe, quelqu'un veut répondre sur les... Oui. Oui, merci monsieur pour votre remarque. Enfin, je la trouve très très intéressante parce que, et puis par rapport aux formes, je ne sais plus quelle est la personne qui a posé des questions sur les formes d'habitat ou notre époque est quelque part une époque de la verticalité. Quel va être le symbole futur du centre-ville de Toulouse? Comment elle s'appelle? La tour Occitanie. Alors c'est une tour Occitanie, bon, la région, un peu de culture, mais c'est une tour. Ça va être là le plus haut bâtiment de Toulouse et ainsi de suite. Et notre époque est quelque part une époque de la mobilité, du mouvement, de la rapidité, de l'action. Et effectivement, la verticalité, quelque part, conçoit et contient ces notions. Et quand tout à l'heure je parlais de ces morphologies spatiales que sont d'une part la montagne et d'autre part la plaine, quelque part la montagne à la fois impose, s'impose, est verticale, et comme disait Véronique, je crois, tout à l'heure, elle met en perspective, elle permet de voir de loin la plaine, l'horizontalité, ça écrase, c'est écrasant, ça enveloppe, quelque part ça vous contraint beaucoup, et on n'aime pas ça à l'heure actuelle. D'où le fait que même nous, les géographes, on parle d'acteurs et plus d'habitants. Et c'est triste, je le reconnais volontiers. On va parler de groupes sociaux et beaucoup moins de population, alors qu'habitants, population, ce sont des termes qui, quelque part, contiennent énormément en fait, d'éléments, voire d'éléments culturels et socio-historiques et ainsi de suite. Voilà, juste par rapport à votre remarque. Alors moi, j'aimerais revenir sur la notion de tension dans l'espace et liée à l'espace. Alors là, tout de suite, je pense en géographie, par exemple, au Sahara, qui est un lieu quand même, un espace ou un territoire qui génère des tensions. Mais je pense que ça peut se retrouver dans plusieurs activités. Et du coup, je voulais savoir comment vous appréhendez les tensions dans l'espace ou liées à l'espace. De quel espace avez-vous parlé? J'ai pas compris. Le Sahara. Ah d'accord, le Sahara, ok. Les mises en tension, on est tout le temps avec cette... hier, je travaillais avec une doctorante sur l'Argentine qui parlait de mise en tension liée en fait à des conflits entre des populations locales, qui sont des populations autochtones indigènes, et des activités minières de très très grande envergure, on va dire, menées à bien par des Chinois et des Canadiens. Vraiment, j'ai presque envie de dire, en plein milieu de ces territoires indigènes. Donc nous travaillons tout le temps sur des questions de mise en tension, de conflits, de résistance, de rapports de pouvoir, quel que soit l'espace ou la situation socio-spatiale envisagée. Sahara, bon, travaillant sur l'Amérique latine, je peux vous donner... et mises en tension qui parfois peuvent se concrétiser par des actions de la part d'une puissance publique donnée qui va essayer de contenir, il y a un collègue qui travaille sur la contention territoriale, de contenir en fait ces tensions, par exemple, et vous allez vite comprendre à quoi je pense, par exemple à travers la construction d'un mur, n'est-ce pas? Un peu, vous savez, au nord là, de l'ère culturelle latino-américaine, tout à fait. C'est une illusion, mais la puissance publique croit que en créant de manière artificielle et en concrétisant une frontière, une limite, autrement dit en contenant, en créant un contenu, on va pouvoir peut-être diluer, atténuer la tension en question. Bon, on n'y croit pas, mais c'est comme ça. Le politique se défausse.
Merci. Oui, c'était juste pour revenir sur cette idée d'horizontalité et de verticalité que je trouve très intéressante. Et moi, je l'associe à deux verbes qui sont s'étendre, se répandre pour l'horizontalité et s'élever pour la verticalité. Je dis ça parce qu'on parlait de la tour Occitanie ou des gratte-ciel, etc. Cette espèce de désir toujours de s'élever. Moi, que j'assimilerais, enfin, je ne suis pas le seul, à quand même au pouvoir phallique, quand même, de s'élever, qui est très représentatif de la hiérarchie aussi. Hein, notamment, en ce moment, on parle beaucoup dans l'entreprise de la verticalité, l'horizontalité en termes de pouvoir. Et aussi, je voulais parler d'une chose que je trouve... parce que vous parliez de la plaine et des montagnes, et ce désir de monter pour mieux voir. Enfin, je pense que on en parle beaucoup en ce moment. Il y a quand même un problème... vous savez que la myopie est en fort développement. C'est un gros problème actuel et mondial. Et ça serait dû, enfin c'est prouvé hein, d'ailleurs, la myopie se développe parce que nous avons un champ visuel qui se rétrécit. Donc parce que nous sommes dans des villes qui sont donc dans la verticalité. Et l'idée de l'horizontalité donc disparaît de plus en plus quand même. C'est-à-dire l'idée de la plaine, d'avoir une vision comme ça qui va très 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 loin. On est de moins en moins confronté à ça. Et plus confronté à des murs, à voilà, de la verticalité, donc la myopie se développe. Et alors on parlait de la plaine, que c'est moins joli, etc. La plaine de la Garonne, par exemple, est absolument affreuse, hein, mais c'est ce qu'on en a fait quand même aussi, qui l'a rendue laide. Parce que moi je pensais au désert notamment, ça a été évoqué. Enfin moi j'ai eu un sentiment, je ne suis pas alpiniste, mais je peux comprendre ce qu'on peut ressentir en haut d'un sommet. Enfin moi je l'ai ressenti face au désert quand même. Et à cette espèce d'horizontalité comme ça... à quelque chose de magique, vraiment magique. Oui, Voilà. de toute façon, on n'a pas besoin forcément de s'élever ou d'aller dans des montagnes pour éprouver ce sentiment. Et de toute façon, je pense que c'est un sentiment, c'est un ressenti qu'on a dans des espaces qui sont vierges presque, on va dire, ou très vastes. Et on n'a pas ce sentiment de... Moi, je sais que je ne suis pas très ville, justement, dès qu'il y a commence à y avoir des hauteurs. Autant j'aime la hauteur mais dans la nature, mais la hauteur en ville, on a ce sentiment d'écrasement qui est complètement, enfin, moi personnellement, qui me perturbe. Moi, j'ai besoin d'avoir de l'espace autour de moi, mais voilà, un espace qui est ouvert, pas un espace où on se sent complètement plus petit et écrasé vraiment par... voilà. En fait, de toute façon, pour moi, l'homme ne fait rarement rien de très bon, donc voilà. Donc c'est un petit peu... Mais la notion de pouvoir aussi par rapport à l'idée de s'élever ou de se répandre, enfin, je sais pas, moi je trouve ça intéressant quand même. C'est-à-dire, soit je m'élève pour dominer, soit je m'étends. Alors, c'est la conquête aussi, hein, dans le sens... Il y a un côté négatif et positif aussi. Hein. Ouais. Enfin, se répandre, c'est pas très positif. Hein, non. Notion, mais s'étendre... s'élever, oui, ça peut être... Voilà. Oui, c'est plus positif de s'élever que de s'étendre ou de se répandre. Mais on peut s'élever sans vouloir écraser aussi. C'est aussi s'élever spirituellement un peu, puis essayer d'aller un petit peu... Voilà. Donc bon, voilà, c'est un petit peu... Mais peut-être, pour rebondir sur les 3 points dont on a parlé tout à l'heure, il y a la verticalité, ça veut dire ça tire vers le haut, mais en même temps ça tire vers le bas. Et puis il y a la horizontalité qui tire des 2 côtés. Et en fait, le point de croisement, c'est, à mon avis, c'est l'être humain. Et ça, c'est le point de tension aussi, parce qu'il y a la tension des 4 côtés. Et ce type d'étirement ou de déchirure ou de tension, de toute façon, devient aussi l'espace d'exploration de toutes ces forces opposées ou... comment on dit ça quand ils ne sont pas opposés, mais qui partent dans des côtés... Voilà, c'est mon français. Opposés, oui. Et là, la seule chose dont on dispose, c'est l'être humain, c'est son expérience émotionnelle, sociale, physique, politique, ésotérique, peu importe. Mais ça, c'est notre champ d'exploration sur lequel on agit et sur lequel on peut s'élever ou s'éteindre. Et ça nous fait revenir en fait au constat qu'un autre possible est peut-être en nous quelque part et qu'on puisse creuser par là, justement pour pouvoir
dépasser tout ce qu'on prend acquis. Parce que quand on arrive à un point où on prend acquis tout autour de nous, on arrête à imaginer ou inventer, et on arrête la possibilité de devenir visionnaire. Ça veut dire de projeter quelque chose, même si c'est impossible, dans un champ d'imagination où on peut activer en fait sa matérialisation, soi-disant. Et ça, c'est quelque chose qui nous lie en fait à une activité artificielle comme le théâtre. Ça veut dire qu'il faut passer par le mensonge ou par l'expérience. C'est quelque chose qui est de l'ordre de mise en scène aussi, justement par une sorte d'artifice pour accéder à quelque chose de profondément vrai vis-à-vis à l'être humain. Et ça, c'est complètement paradoxal de faire semblant au théâtre, par exemple, justement pour pouvoir apercevoir une vérité. Voilà. Mais ça aussi, le paradoxe, ça fait partie de l'être humain. Et c'est une partie essentielle, je pense. Mais pour revenir à cette opposition artificielle entre montagne, plaine, espace plan, je pense qu'effectivement, dans Élevé, c'est peut-être un petit peu plus positif que cette idée d'extension, d'expansion, et ainsi de... Enfin, la ville qui s'étend et qui gagne sur la campagne. Les conquistadors et ensuite les colons qui ont conquis le territoire, enfin le futur territoire américain et ainsi de suite. Il y a ça d'une part, et d'autre part, vous n'allez pas convaincre un touriste, un voyageur, voire un aventurier, de passer du temps pour visiter, comme vous dites, la plaine de la Garonne ou, je ne sais pas moi, la Pampa argentine, par exemple. Par contre, lui dire, je t'invite à aller dans les Andes, il prend l'avion tout de suite. Or, la Pampa argentine en tant que telle, c'est grand comme la France, c'est 50 millions d'hectares, d'accord ? C'est tout plat, c'est à peine ondulé et c'est absolument grandiose. Et cet horizon infini et un lever de soleil sur la Pampa argentine, quand on arrive au plus près de la ville de Buenos Aires ou autre et qu'on a voyagé toute la nuit dans un bus, c'est vertigineux, pour reprendre un terme employé en début de rencontre. Donc il y a l'horizontal, à mon avis, est beaucoup plus difficile à appréhender parce que c'est beaucoup plus subtil. Il y a un étudiant, il y a une vingtaine d'années, en ce qu'on appelait autrefois une maîtrise, maintenant un master, il avait fait un mémoire sur la difficulté d'appréhension des paysages de plaine. Pourquoi on n'aime pas les paysages de plaine? Pourquoi on n'arrive pas à les comprendre? Pourquoi c'est moche la plaine de la Garonne? Pour vous, c'est moche. Pour un agriculteur intensif, c'est pas moche. Il y a des représentations. Il y a le caractère utile, sensible que l'on reconnaît ou pas à un espace donné aussi. Enfin, je sais pas. C'est intéressant comme remarque. Il y avait, alors par rapport aussi à ce que vous disiez, ça fait plaisir et c'est rassurant de savoir aussi qu'il y a des chercheurs et des ingénieurs qui considèrent l'éthique et le politique pour construire le monde de demain. Et justement, est-ce que vos étudiants, vos apprentis citoyens de demain et acteurs de demain, ils considèrent l'horizontalité? Parce que justement, c'est vrai, on a plutôt l'impression que construire, c'est vertical, mais est-ce que il y a une approche horizontale de l'ingénierie? Je dois avouer que nous avons aussi une spécialité en génie civil. Et ce n'est pas forcément la communauté qui se transforme la plus facilement aujourd'hui et qui reste encore, malgré tout, dans des réflexes de conquête. Et ils ont tendance à aimer un milieu minéral. Donc, lorsqu'un urbaniste vous parle d'un projet minéral, méfiez-vous. Ça veut dire qu'ils vont tout bétonner, en fait. Voilà. Au-delà de ça, je pense que ce qui caractérise nos étudiants aujourd'hui, et parce que aussi les nouvelles technologies de la communication le facilitent, c'est d'être très à l'aise justement dans de l'horizontalité et pouvoir ainsi se nourrir
de plusieurs expériences, de plusieurs disciplines, de plusieurs rencontres. Lorsqu'on leur propose de monter en compétences en s'associant par exemple avec une école de sciences politiques, ils vont être très friands de ce type de démarche. Et aujourd'hui, on a effectivement la possibilité de mettre en place des doubles diplômes où on associe le monde de l'ingénierie à une forme d'épaisseur en géopolitique. On fait pareil, bien sûr, entre le monde de l'architecture et puis le monde du génie civil. Donc ces croisements-là, ils sont particulièrement fertiles. Nos élèves ingénieurs nous sollicitent, le demandent beaucoup. Et en fait, on voit bien que tout ce qui correspond, ces réseaux sociaux construisent aussi cette transversalité. Donc, on a aujourd'hui des générations qui sont extrêmement agiles à manipuler différents concepts, pas nécessairement en profondeur, mais justement en transversalité, en horizontalité, et ça crée des brassages, des mixtes qui génèrent finalement de nouveaux profils, de nouvelles attentes, et ça fait sens, parce que quand on voit un petit peu les enjeux aujourd'hui dans les domaines des transformations du monde qui s'accélèrent, l'exigence de transition écologique, quand on voit une fracture mais sociale qu'on se prend en pleine figure tous les samedis après-midi, on voit bien qu'il faut qu'on crée de nouvelles connexions. Il faut que le politique réalise qu'aujourd'hui, il va y avoir des attentes de plus en plus fortes de ces nouvelles générations qui vont exiger un autre monde. Mais je pense que les transformations sont aujourd'hui en cours dans ces nouvelles générations, tout à fait. Non, enfin, c'était pour parler de ces horizontalités, ces verticalités. Évidemment, on y met derrière ces notions un peu énormément de rapports très très différents selon les domaines. Et ça prend c'est une valeur ou au contraire quelque chose de péjoratif en fonction des domaines. Dans la verticalité, c'est aussi il y a aussi un rapport matériel spirituel, l'horizontalité qui serait plutôt dans le rapport matériel en fait, de possibilités dans le monde matériel et la verticalité dans le monde spirituel. Donc il y a ces deux dimensions qui sont sur la Terre et qui sont définies par la Terre. Il ne faut pas aussi l'oublier, elles sont tout sauf des lignes droites. Enfin, la verticalité, si, mais l'horizontalité, c'est quand même une courbe. Et puis ensuite, elles sont aussi, comment dire, on en fait l'expérience. Évidemment, c'est pas l'une contre l'autre. Moi, j'ai beaucoup aimé en physique comment les choses se transformaient, comment un Dirac, si on prenait, se transformait en une horizontale au niveau de sa réponse en fréquence d'un Dirac, donc une grande verticale, sa réponse en fréquence, c'est un partout, donc c'est une grande et un Dirac c'est une verticale si vous voulez quoi. Donc un signal d'intensité infinie d'une durée très courte donne une réponse en fréquence égale sur toutes les fréquences, donc une sorte d'horizontalité. Donc ces deux dimensions qui coexistent, qui sont liées l'une à l'autre, dont l'homme fait l'expérience et dont on attribue des valeurs, des vertus. En entreprise, maintenant, c'est très à la mode, l'horizontalité, la codécision. Cette rencontre qu'on fait ce matin est d'une certaine manière horizontale dans la transversalité des domaines et la non-hiérarchisation des connaissances, telles connaissances, parce que les connaissances, finalement, c'est aussi un rapport au temps, tout ce qui prend du temps à connaître, à faire l'expérience de telle ou telle chose. Et cette expérience qui était irremplaçable. Donc voilà, c'était des petites notions sans importance. Bien sûr que si, il n'y a pas de hiérarchie dans les... Vous aviez quelque chose à dire? Je vais préciser horizontalité. Quand j'ai visité le château de Foix, le lit du roi, il y avait un mannequin qui n'est pas couché parce qu'ils avaient peur de l'horizontalité, la mort.
Donc il était... voilà. Ça m'a fait penser à ça. Une dernière question, peut-être? Alors, on va peut-être conclure. Alors, je voulais conclure avec Pérec, mais bon, donc je vais répéter ce qu'Aurélien, qui m'a piqué ma réplique. Zut. Donc voilà, c'est ça. Voilà, donc on va méditer tous sur donc, vivre, c'est passer d'un espace à un autre, en essayant le plus possible de ne pas se cogner. Je vous remercie tous. Merci beaucoup pour cet échange. Merci pour le café, pour les chouquettes, hein, et puis à bientôt. Au revoir. On retrouve ce petit moment donc sur notre site Facebook et sur les réseaux sociaux. Voilà, si vous avez envie de le partager, n'hésitez pas. Oui, merci à Laurie qui a organisé en fait tout ça avec son équipe. Merci.